Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel vidéo consacré cette fois à la question de savoir si on transfère ou non les contentieux lorsque l'on intercommunalise une compétence. Le principe de base, vous le connaissez. Le transfert de compétences entraîne tous les pouvoirs juridiques en la matière, mais aussi celui des biens, droits et obligations, avec quelques jurisprudences plus ou moins subtiles sur les questions, par exemple, de la trésorerie. Pour ce qui est des contentieux liés aux événements postérieurs au transfert de compétences, les contentieux qui se sont cristallisés postérieurement au transfert de compétences, il n'y a pas de débat, il y a bien intercommunalisation du contentieux. C'est l'intercommunalité qui a la compétence au jour où un contentieux est déposé, et bien le contentieux est bien transféré à l'intercommunalité, quand bien même les faits seraient antérieurs, ce qui peut conduire à des neutralisations financières plus ou moins subtiles faits ici ou là. Même si donc les faits sont antérieurs. Attention, il peut y avoir parfois des difficultés sur des transferts de biens qui n'ont pas été matérialisés par des procès-verbaux de transfert. Néanmoins, comme une cour administrative d'appel nous a bien confirmé que cela entraînait le transfert du bien, même en l'absence d'un procès verbal de transfert, ça ne devrait pas entraîner une difficulté dans le transfert des contentieux. Abordons maintenant la question du transfert des contentieux qui se sont cristallisés avant le transfert de compétences, qui ont été déposés, plus précisément avant le transfert de compétences. Eh bien, il était de jurisprudence constante à la Cour administrative d'appel de Nancy en 1990 puis en 2006 que de dire que les contentieux n'étaient pas transférés à l'intercommunalité s'ils avaient été déposés avant ce transfert. Quand bien même, cela vaut en réalité transfert de biens, droits et obligations, puisque très souvent on parle de transfert de dettes ou de créances. Dans le cas de 2006, c'était même une situation ubuesque, puisqu'on se retrouvait avec une commune devant verser des sommes au titre d'un budget M49 en assainissement, alors qu'elle n'avait plus la compétence. Néanmoins, ce principe de 1990 et 2006 a bien été affirmé avec autorité par le Conseil d'État en 2014 dans le célèbre arrêt Citellum, et ça s'applique même, y compris pour des appels en garantie. C'est un arrêt du 4 décembre 2013 sur la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Si on était méchant ou moqueur, on dirait que le juge a sans doute voulu se simplifier la vie. Alors, il en résulte toute une série d'illustrations, parfois même assez amusantes. Si une commune adopte une modification de son PLU juste avant l'intercommunalisation de cette compétence, que le recours gracieux du préfet est envoyé à tort en mairie et non à l'EPCI à fiscalité propre. Qui est la partie défenderesse? Ça aurait dû être à l'EPCI. Oui, mais la modification du PLU a été censurée par le tribunal administratif et la commune a seule fait appel. Ah, est-ce qu'elle est partie au procès? Est-ce qu'elle peut être appelante? Non, répond la cour administrative d'appel, selon un raisonnement qui est assez cohérent. En effet, certes, le recours du préfet était sans doute tardif parce qu'il avait mal notifié ce recours gracieux. Il aurait dû le faire à l'EPCI à fiscalité propre. Mais ça aurait dû être soulevé en première instance. Et à odeur d'appel, on ne peut pas le brandir, faute d'appelant, cette qualité étant déniée à la commune par la CA. Mais attention, il y a un transfert à la date du contentieux, mais il peut y avoir du coup un jeu compliqué. On a vu à l'instant avec la CA de Lyon un jeu compliqué sur la qualité de partie au procès. Il peut y avoir, comme dans cette affaire du 2 octobre 2017 portée devant le Conseil d'État, des conséquences amusantes. Je peux avoir par exemple un PLU annulé alors que la commune était défenderesse, mais si il y a ensuite par exemple une injonction de modifier un acte sous astreinte ou autre, on revient cette fois-ci
à la case intercommunalité, car la commune a compétence pour gérer le contentieux, mais plus pour gérer les conséquences de ces contentieux, qui peuvent être un rétablissement de carrière pour un agent, une injonction sous astreinte de prendre tel ou tel acte, par exemple. Concrètement, il y a fortement intérêt à ce que communes et communautés s'entendent et que la communauté, si elle n'est pas compétente, soit intervenante volontaire à l'appui des observations de la commune, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe et se préparer. Et puis, attention, nous parlons des transferts de contentieux, mais il peut y avoir des cas de partage de responsabilités, notamment lorsque l'on a un pouvoir de police du maire à côté de la gestion d'une compétence par l'intercommunalité, comme dans l'affaire Consort-Marie de la CA de Bordeaux, ou comme dans un certain nombre de cas de partage de responsabilités qui sont ici cités, que l'on peut retrouver notamment aussi au pénal, où là on est sur un raisonnement totalement différent. Donc, l'intercommunalité récupère des compétences, elle ne récupère pas les contentieux qui ont été déclenchés avant ce transfert de compétences, mais il peut y avoir des actions compliquées lorsque c'est à la communauté de tirer les conséquences d'un contentieux géré par la commune, ou lorsqu'il y a des partages de responsabilités, ou des cumuls de responsabilités, ou lorsqu'il y a du pénal.